En 1994, un garçon de 11 ans qui s'appelle Mark vit avec sa famille près de Philadelphie. Maintenant, depuis plusieurs étés, lui, ses frères et sœurs se rendent dans un camp d'été, un genre de colonie de vacances sur le mont Kitani, dans une région rurale du New Jersey, où ils passent environ 6 à 8 semaines chaque été. Et donc cette année n'est pas une exception. Donc le 23 juin, Mark, ses frères, ses sœurs et sa famille chargent leur minivan et commencent leur trajet de 2h30 vers le mont Kitani. À leur arrivée, le parking est rempli de parents qui déposent leurs enfants et un groupe de campeurs qui sont déjà arrivés descend pour accueillir les nouveaux venus. Au milieu de tout ce chaos, il y a l'un des amis de Mark de l'été précédent, qui s'appelle Kyle, qui a donc le même âge que lui, et il aperçoit Mark et il court vers lui pour lui annoncer avec enthousiasme qu'ils ont été placés dans le même chalet cette année. Mark est ravi et l'été commence déjà très bien. Maintenant, vous vous doutez bien que cela ne sera pas un été tout à fait comme les autres, vu que cette histoire fait l'honneur d'être le dernier récit de l'ombre de l'année. Si vous aimez les histoires sombres, inquiétantes ou tout simplement pas communes et fantastiques, vous êtes tombé au bon endroit parce que je fais de mon mieux pour publier une vidéo de récits de l'ombre tous les samedis. Souvenez-vous de cliquer sur la cloche, souvenez-vous de mettre le pouce en l'air si vous aimez bien cette histoire et surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Pendant l'heure qui suit, Mark, ses frères et sœurs et Kyle transportent toutes les affaires jusqu'au chalet, puis les parents partent et tous les campeurs reçoivent l'instruction de se rendre au grand réfectoire où le directeur du camp et certains des moniteurs vont présenter ce qui va se passer, le programme des prochains jours, les règles, etc. Mark et Kyle se rendent donc au réfectoire, ils s'assoient à l'une des longues tables à côté de quelques-uns de leurs copains et ils écoutent le directeur qui expose les règles, le règlement, etc. Et comme chaque année, le directeur insiste particulièrement pour rappeler à tous les campeurs que le ponton éloigné est absolument interdit d'accès. Il ne faut ni poser de questions à son sujet, ni essayer d'y nager, il faut tout simplement le laisser tranquille comme s'il n'était pas là. Le principal groupe de bâtiments qui constitue le camp se situe en effet autour d'un immense lac artificiel qui est très long et assez étroit. Donc d'un côté de ce lac se trouve la zone de baignade désignée et de l'autre côté n'est pas utilisée par le camp. Et dans la section baignade, il y a un ponton principal qui s'avance assez loin dans l'eau. Il est divisé avec d'un côté les nageurs débutants et de l'autre les nageurs plus avancés. Et plus loin, au-delà du ponton, il y a deux pontons flottants et carrés, donc sur des tonneaux. L'un se trouve à environ 10 mètres du ponton principal. Et puis, il y a ce fameux ponton éloigné qui est donc beaucoup plus loin. En fait, personne ne sait vraiment pourquoi il est là parce qu'il se trouve à au moins 100 mètres du ponton principal. Il y a donc beaucoup de théories du complot sur les raisons pour lesquelles ce ponton éloigné est interdit d'accès parce que le personnel du camp n'a jamais expliqué explicitement pourquoi il était interdit d'y aller. Ils disent tout simplement que c'est très dangereux. Point à la ligne. Alors la plupart des enfants pensent que c'est simplement parce qu'il est tellement éloigné que la nage jusque-là, elle peut être dangereuse, même pour un nageur expérimenté. Il y en a d'autres qui ont entendu dire une rumeur par laquelle des années auparavant, quelqu'un avait nagé puis s'était fait aspirer par-dessous le ponton et s'était noyé. Et puis la théorie la plus extravagante, c'est que le ponton, c'est pas vraiment un ponton, c'est un couvercle qui cache un tunnel secret qui mène sous le lac. Quelle que soit la théorie du complot à laquelle les campeurs croient, le ponton éloigné a, en fin de compte, acquis une réputation assez effrayante. Et généralement, il n'est pas nécessaire de dire 2 fois de ne pas s'en approcher. Personne ne s'en approche. Mais pour certains, les interdits sont là pour être bravés. Par exemple, Kyle. Alors après que le directeur et quelques moniteurs aient fini de parler, les campeurs finissent leur repas et retournent donc à leur chalet.
Mark et Kyle terminent leur repas, commencent à marcher vers leur chalet, ils s'installent dans leur lit, leurs deux camarades de chambre arrivent et ils discutent et plaisantent un petit moment. Et à un moment donné, donc, ils éteignent les lumières pour s'endormir. Une fois les lumières éteintes, et alors que tout le monde essaie de s'endormir, Kyle rompt le silence et dit « Ok les gars, alors là du coup, cet été, j'ai vraiment envie de nager jusqu'au ponton éloigné ce coup-ci. » Mark et les deux autres qui sont avec Kyle l'ont déjà entendu dire ça auparavant. Il en avait parlé sans arrêt l'été précédent. Il voulait aller nager jusqu'au ponton éloigné. Je veux aller nager jusqu'au ponton éloigné, mais il l'avait jamais fait. Et il n'avait jamais fait de tentative sérieuse de le faire. Donc, quand il repart là-dessus, personne ne le prend au sérieux, tout le monde rigole et lui dit « mais ouais, c'est vrai, il est dangereux ce ponton, je me demande pourquoi on peut pas y aller ». Ils ont une discussion sur les différentes théories, pourquoi il est interdit d'y aller, et puis ils laissent tomber le sujet et ils s'endorment. Le lendemain matin, Mark et Kyle se lèvent et commencent donc à marcher vers le réfectoire pour prendre leur petit déjeuner. Et en chemin, Kyle dit à Mark « Ok, alors aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, je vais aller nager jusqu'au ponton éloigné. Tu viens avec moi ?» Alors jusqu'à présent, Mark n'a jamais entendu Kyle parler du ponton éloigné autrement qu'en théorie. Il n'y a jamais eu de moment précis fixé pour le faire. C'est toujours resté un jour, je vais. Et là, du coup, ça devient très précis. Et Mike se dit, ouh là, Kyle a l'air sérieux, il veut vraiment le faire. Alors Mark regarde Kyle et puis il lui demande mais tu crois que c'est une bonne idée hein, parce que il y a beaucoup de théories sur pourquoi on peut pas y aller, mais de toute évidence les moniteurs pensent que c'est un endroit dangereux. Alors Kyle il a un petit sourire en coin et puis il dit non moi je crois pas. Mon père il m'a dit que ce ponton il était probablement juste en train de pourrir et que c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on y aille. Donc je pense que tant qu'on saute pas dessus et qu'on reste au bord du ponton sur les poutres principales, ça devrait aller, ça devrait marcher, c'est pas plus dangereux que ça. À ce stade, Mark essaie de convaincre Kyle de pas le faire. Donc lui, il essaie une autre approche et puis il lui dit ouais mais et la nage jusque là-bas, enfin c'est une nage difficile, hein, et t'es pas le meilleur nageur non plus. Alors comment tu te sens par rapport à ça? C'est quand même loin. Kyle hausse les épaules, il dit tant pis, on prendra des nouilles de piscine et puis on prendra notre temps pour y aller. Hein, et puis bon, si je commençais à me noyer, toi tu pourras me sauver en tout cas. Alors les frites, ce qu'on appelle aussi des nouilles de piscine, ce sont ces espèces d'objets flottants qui sont longues, un long cylindre coloré en mousse généralement, et on l'utilise pour apprendre à nager dans une piscine. C'est pour ça que ça s'appelle les nouilles de piscine ou les frites. Donc Mark commence à sentir que ça devient sérieux, qu'il participe ou non, et il se dit que si Kyle il y va et qu'il réussit à atteindre le ponton éloigné alors que lui il a reculé parce qu'il a trop peur d'y aller, il va devoir entendre cette litanie tout l'été et passer son temps avec ce gars qui va lui rappeler constamment qu'il n'a pas osé aller jusqu'au ponton éloigné. Donc du fait où il sait pas vraiment quoi le dire de plus que ça, il lui dit ok, si tu y vas, moi j'y vais avec toi. Mark et Kyle vont donc prendre leur petit déjeuner, puis ils se séparent parce qu'ils ont des activités différentes ce matin-là. Donc ils se voient pas pendant quelques heures, puis arrive l'heure du déjeuner et Mark sait que c'est le moment où ils doivent donc nager jusqu'au ponton éloigné. Alors qu'il marche vers le réfectoire, il espère que d'une manière ou d'une autre, Kyle aura oublié ou il aura changé d'avis. Et quand il arrive devant le réfectoire, il entend Kyle qui crie son nom. Il regarde sur le côté du bâtiment. Et puis là, il y a une grande forêt juste à côté du réfectoire. Et il voit Kyle en maillot de bain avec sa frite à la main. Et il en a une autre en plus. Et à côté de Kyle se trouvent ses deux autres camarades de chambre qui, eux aussi, portent des maillots de bain et tiennent des frites. Alors Mark, il est un peu déçu parce qu'il se dit, maintenant, je peux plus reculer, quoi. Il a mis son maillot de bain, donc il est prêt, et il marche vers Kyle et ses autres camarades de chambre, très lentement, tout en espérant qu'il y ait un moniteur ou un des directeurs qui le voit et qui l'interroge et qui les empêche de faire ce qu'ils s'apprêtent à faire, en fin de compte. Donc il prend son temps et il regarde par-dessus son épaule. Il essaye d'avoir l'air particulièrement suspect, en fin de compte, un peu du genre regardez-moi, je suis en train de faire quelque chose de mal, j'espère que personne ne me surprendra.
Et donc, rien ne se passe. Il atteint la lisière des arbres sans que personne ne le surprenne et Kyle lui tend sa frite de piscine. Et donc, Kyle et les deux autres camarades de chambre se retournent et commencent à marcher, courir dans les bois et Mark les suit. Alors qu'il court, Kyle se retourne et dit à Mark que leurs camarades de chambre ne veulent pas être laissés de côté. C'est pour ça qu'eux aussi, ils sont là. Donc Mark a le sentiment que eux, ils sont probablement là aussi comme lui pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'ils se disent que si je le fais pas, il va me le rappeler tout l'été. Je vis avec lui dans le même chalet. Bon, d'accord. Donc je préfère encore nager jusqu'à ce ponton plutôt que de supporter ça tout l'été. Ils arrivent finalement à la zone de baignade avec près du ponton principal qui s'avance dans l'eau, et puis le ponton flottant le plus proche, et puis là-bas, donc très loin, ce ponton éloigné. Dès qu'ils arrivent à la plage, ils sont un peu exposés. Et si quelqu'un du camp principal est au bord de l'eau, il peut les voir s'il regarde dans cette direction. Mais les garçons entrent immédiatement dans l'eau et se placent contre le ponton principal. Ils se dissimulent donc de la vue de quiconque qui se trouve à côté du camp principal et ils commencent à nager vers ce ponton éloigné. Alors la nage est très facile, il fait beau dehors, il y a du soleil, l'eau est excellente, ils ont leurs frites pour se reposer, donc il n'y a pas beaucoup d'énergie nécessaire pour la nage elle-même. Ils prennent leur temps parce qu'ils ont au moins entre 1h30 et 2 heures avant de devoir être de retour au camp, avant que quelqu'un ne remarque leur absence. Donc ils parcourent environ les 3/4 du chemin jusqu'au ponton éloigné et c'est la première fois qu'ils peuvent le voir plus ou moins de près. Alors le ponton n'a rien vraiment de remarquable, il a l'air un peu plus abîmé que l'autre ponton, le bois est un peu plus gris, il y a probablement pas mal d'échardes d'ailleurs, mais il n'a pas l'air si pourri que ça. Il ne donne pas l'impression qu'il va s'effondrer sous leur poids s'ils y grimpent, ce qui les réjouit parce que maintenant ils savent qu'ils peuvent vraiment y monter et faire une pause donc dans leur nage pendant un moment. Mais ils sont en fin de compte un peu déçus parce qu'ils s'approchent de cette chose qui est presque devenue une légende dans leur camp et puis c'est une déception parce que c'est un ponton comme n'importe quel autre ponton. Ils arrivent finalement jusqu'à l'échelle qui est assez rouillée d'ailleurs et Mark est le premier à être devant l'échelle et il va la saisir quand il s'arrête. Les 3 autres sont juste derrière lui et lui demandent « quoi ?» Et il dit « mais regardez les mecs !» Et sur l'échelle, il y a cette araignée avec un corps épais et large, avec de longues pattes, qui est juste perchée sur un des barreaux de l'échelle. Alors les garçons regardent l'araignée et puis ils disent tant pis, on va pas toucher l'échelle. Moi, je vais grimper ailleurs. Il y a des possibilités de monter sur ce ponton sans échelle. Et puis, mais en fin de compte, comment est-ce que l'araignée est arrivée ici ? Elle est énorme. Qu'est-ce qu'elle fait ici et d'où vient-elle ? Il n'y a pas de terre autour de nous. Mais ils se disent, on s'en fout, il y a une araignée sur ce ponton et ça peut pas être très grave, donc ils vont vers le côté le plus éloigné de l'échelle. Mark attrape le bord du ponton et réussit à se hisser dessus pendant que les autres le poussent, puis il se retourne et il hisse Kyle et puis les autres sur le ponton. Et ils se regardent, ils sont plutôt satisfaits d'eux-mêmes, même si c'est un petit peu une déception qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais ça fera toujours une histoire qu'ils vont pouvoir raconter à leurs amis qu'ils ont réussi à atteindre le ponton éloigné. Alors, ils n'ont pas envie de ressauter tout de suite dans l'eau pour retourner directement au rivage, donc ils s'allongent sur les lattes de bois du ponton et ils profitent du soleil. Et Mark est allongé là, puis il se dit, tiens, il doit y avoir le baril qui est sous le ponton doit tourner un petit peu parce qu'il y a un bruit bizarre, ou peut-être c'est des vagues qui sont dues à leur mouvement, qui déplacent l'eau, qui clapotent un petit peu contre les côtés des barils. Mais Mark, à ce moment-là, il n'analyse pas trop la situation, mais il entend, c'est la première pensée sur le bruit qu'il peut entendre, apparemment sous le ponton. Alors, il n'est pas inquiet du tout, mais il a tout simplement remarqué. Et donc, à un moment donné, Mark et les autres garçons se lèvent parce qu'ils s'ennuient un peu d'être juste allongés là. C'est vrai que c'est pas... voilà. Donc, ils commencent à se pousser, ils essaient de se faire tomber du ponton. Et puis, ils commencent à jouer à un de leurs jeux préférés qu'ils pratiquent sur l'autre ponton flottant, où ils se déplacent tous vers un coin du ponton et essayent de faire submerger ce côté sans tomber. Donc, les garçons se déplacent vers le coin du ponton qu'il y a là et se bousculent en plaisantant pour se positionner.
Et puis ils se mettent en position et le ponton commence donc à s'enfoncer. Et pendant qu'il y a environ un tiers du ponton qui est maintenant sous l'eau, ils entendent un bruit comme un grattement, un petit peu comme celui que Marc avait entendu quand il était allongé sur le dos. Et tout d'un coup, il y a des centaines de ces énormes araignées avec les gros corps pleins de pattes, avec des longues pattes, qui commencent à sortir de sous le ponton à travers de toutes les fentes du bois. Elles sortent de manière frénétique parce qu'elles essaient de grimper depuis le ponton, parce que les garçons viennent d'inonder leur nid. Et donc, des centaines de ces créatures sortent et glissent vers les garçons, parce que le ponton il est en pente, et eux, ils sont au bout. Et comme le poids s'est déplacé rapidement, donc le ponton se remet à plat, parce que les enfants, ils ont peur. Le ponton se remet à plat, et maintenant, Kyle est allongé sur le ponton, alors que ces araignées grouillent sur son corps, se mettent dans ses cheveux, et un petit peu partout sur son corps. Et Marc et les deux autres qui sont encore sur le ponton, ils peuvent sentir les araignées à leurs pieds, et ils sautent dans l'eau. Marc aussi, il saute dans l'eau, bien entendu. Dès qu'il touche l'eau, il peut voir qu'il y a des centaines d'araignées dans cette eau. Elles sont partout, tout à fait partout. Et alors, il en sent une dans ses cheveux, il essaie de la chasser de sa tête, il plonge sous l'eau parce qu'il se dit que il va s'en débarrasser comme ça. Mais non, il la sent qui s'agrippe. Elles sont partout. Et c'est alors qu'il en sent une dans ses cheveux et il essaye de la chasser de sa tête. Donc il plonge sous l'eau parce qu'il pense que ça va l'en débarrasser. Mais non, il la sent qui s'agrippe fermement à ses cheveux et il doit lever la main, attraper le corps de l'araignée pour l'arracher de ses cheveux et la jeter à l'eau. Il remonte à la surface, il y a d'autres araignées autour de lui. Il commence à nager de manière frénétique pour s'éloigner, et il entend Kyle qui crie, il le voit sauter dans l'eau, alors qu'il essaie toujours lui-même d'enlever des araignées de son corps. Les garçons nagent alors aussi vite que possible vers le rivage, mais vraiment à la vitesse grand V. Tout le temps, soit ils arrachent littéralement des araignées de leurs cheveux ou de leurs oreilles, ou alors ils ont l'impression, ils croient qu'ils ont des araignées sur eux qu'ils essaient d'arracher ou d'enlever. Ils atteignent finalement le rivage, ils s'examinent les uns les autres pour s'assurer qu'il n'y a plus d'araignées sur eux, dans leurs shorts, sur leur dos, dans leurs cheveux, dans leurs oreilles. Et finalement, toutes les araignées sont parties, ils sont en sécurité. D'après Marc, il ne se remettra jamais du traumatisme de cet événement terrifiant et il dit que ce qui le perturbe vraiment, en fin de compte, c'est quand il pense au moment où il était allongé sur le dos, sur le ponton, et que les trois autres faisaient d'ailleurs la même chose, et qu'il a entendu ce petit grattement. En fin de compte, c'était le bruit des centaines de ces araignées qui se trouvent à quelques centimètres d'eux, qui étaient sous le ponton, en fin de compte. Et ça n'est pas n'importe quelle araignée, c'est ce qu'on appelle la Dolomedes. Ce sont des araignées de grande taille, elles peuvent vraiment être très grosses, et elles sont presque toutes semi-aquatiques. Elles chassent typiquement des petits poissons, des insectes, et elles ont aussi d'ailleurs la capacité de courir sur l'eau. Elles ont une substance cireuse sur leurs pattes qui les empêche de couler, et elles peuvent même sauter sur l'eau et atterrir de nouveau sur l'eau pour éviter d'être mangées par les poissons. Et elles peuvent aller sous l'eau, elles peuvent tenir jusqu'à 30 minutes. En règle générale, c'est la moyenne. Le record est aux environs de 60 minutes. Elles peuvent faire de la plongée parce qu'elles piègent de l'air sur leurs bras poilus et sous leur ventre, et donc elles respirent cet air pendant qu'elles sont sous l'eau. Ces araignées avaient donc à un moment donné identifié ce ponton éloigné comme un excellent endroit pour y vivre, et elles ont dû courir sur l'eau jusqu'à ce ponton, puis elles y ont fait leur maison, et comme personne ne les dérange, elles y sont restées, elles ont prospéré. Et donc plus tard, Marc apprend de l'un des moniteurs que la vraie raison pour laquelle ce ponton éloigné est interdit d'accès, c'est justement parce qu'on a découvert que ce ponton éloigné était le lieu de reproduction de ces araignées. Et ils ont essayé de s'en débarrasser, mais elles reviennent toujours. Et donc, après plusieurs tentatives, ils ont finalement abandonné totalement le ponton éloigné aux araignées. Et la raison pour laquelle ils ne le disent pas aux campeurs, qui sont pour la plupart des enfants, donc, c'est qu'ils ne veulent pas les effrayer, tout simplement. Voilà, c'était donc la dernière histoire de l'année. Je vous retrouve l'année prochaine pour d'autres récits de l'ombre. Passez un joyeux Noël et une bonne année. Et surtout, soyez gentils envers les araignées. Personnellement, moi, je les écrase jamais. C'est des animaux très utiles, même quand il y en a beaucoup. À bientôt.